BFM Business présente la grande interview. Allez, bientôt 18h15 sur BFM Business, la grande interview. On va parler immobilier ce soir puisque c'est le président de Laforêt France, Yann Géano, qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Géano, merci beaucoup d'être avec nous. Laforêt, 720 agences en France, j'en suis resté là, je sais pas. C'est ça, 720 agences, 4800 professionnels en France, absolument. Les meilleurs, comme toujours, on dit toujours. Toujours, évidemment. Absolument. Merci d'être avec nous ce soir pour parler de ce secteur IMO. Alors peut-être pour nous confirmer, on va voir ça dans un instant, ce qu'on lit et ce qu'on sent. À savoir, si je résume ça bêtement, que ça va mieux, on a des taux qui se détendent, on a une baisse des prix qui commence à se faire sentir. Est-ce qu'on a un marché qui est parti là pour une bonne séquence, pour repartir de l'avant finalement aujourd'hui? En tout cas, on commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel et on a le sentiment d'avoir passé également un point dur avec en effet des acquéreurs qui bénéficient d'une combinaison baisse des taux d'intérêt qui sont passés de 4,20 à 3,60 dans les grandes lignes, baisse des prix, hausse des négociations également. On a vu les négociations entre les prix affichés et les prix actés augmenter, un point d'augmentation des négos. Et ça, quand on commence à négocier, c'est un bon indicateur, ça. Oui, ça veut dire que vendeurs et acquéreurs sont autour de la table et sont chacun prêts à faire, à faire un pas. Donc ça va un peu mieux et chez nous, on a surtout enregistré une progression des ventes. Qu'on avait vu à 0,9% à la fin du premier semestre, 2,5% à la fin du troisième trimestre. Donc la courbe a changé de sens. C'est-à-dire, c'est positif. 2023, vous faites combien de transactions sur l'année 2023 ? On fait à peu près 24 000 transactions sur l'année 2023. Et 2024, je ne sais pas si... 2 à 3% de plus si on reste en ligne jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est timide, mais ça repart, voilà, on va dire ça. Ça va mieux. Ça va mieux, on va dire ça comme ça. Sur les taux, oui, vous dites effectivement, on est en septembre, là, sur 20 ans. Alors je prends des chiffres, meilleurs taux, pardon. On était à 3,50. Certains disent on sera à 3% d'ici la fin de l'année. Vous y croyez au 3% d'ici la fin de l'année ou pas, vous, personnellement ? Alors j'ai pas de boule de cristal, bien évidemment. On voit en tout cas la trajectoire avec la Banque Centrale Européenne qui annonce également des baisses des taux, donc souvent anticipées d'ailleurs par les banquiers. Ce qui est certain, c'est que ça a donné de l'air à beaucoup de ménages, notamment aux primo-accédants. Et puis surtout, ça vient en même temps d'une dynamique nouvelle des banquiers, en tout cas, qui sont revenus sur le marché de l'immobilier, qui ont rouvert le crédit, le robinet du crédit. Sur les taux, alors on rappelle, septembre 2023, je crois qu'on est à 4,25. Voilà, donc on vient quand même de loin en l'espace d'un an quasiment. On est d'accord sur le fait qu'on ne reviendra pas au niveau confortable d'il y a 4 ans en matière de taux d'intérêt, de taux d'emprunt. Il est peu probable. C'est un autre monde, c'est terminé. Ça. À 1%, je pense qu'il faut se sortir ça de la tête. Entre 3 et 3,5%, ça semble être des taux assez normaux finalement. Mais vous faites allusion aux banques, parce que c'est vrai, beaucoup disent effectivement, on est en automne, on a des banques qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs annuels, donc les banques sont à la recherche de bons dossiers en ce moment. Les banques sont à la recherche. Est-ce que c'est le moment d'aller sonner son banquier, là, véritablement, dans les prochaines semaines ? Ah oui, depuis 6 mois, en tout cas, les banquiers sont beaucoup plus attentifs, beaucoup plus à l'écoute. Alors évidemment, il faut disposer du sésame pour frapper à la porte d'une agence bancaire, c'est-à-dire un apport personnel, donc qui est toujours suffisamment difficile à constituer pour les primo-accédants. C'est 20, 30, 40 000 euros. C'est souvent des années d'épargne. L'apport moyen reste inférieur à ce qu'il était avant crise, on est d'accord aujourd'hui. Oui, absolument. Mais il faut quand même le mobiliser et c'est pas évident quand on débute dans la vie ou quand on est un ménage modeste. Alors il y a des exceptions. La fameuse règle des 35%, c'est le ratio d'endettement. Est-ce qu'à une époque, on pouvait quasiment emprunter 100% du bien ? Et il paraît que ça existe encore. Il y a encore des cas où on emprunte 100% du bien aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors, les banques sont plutôt aujourd'hui revenues dans le respect des ratios d'endettement. Il y a évidemment des cas particuliers avec des profils très particuliers, très attractifs pour les banquiers. Mais aujourd'hui, on essaye de ne pas dépasser ces ratios d'endettement, absolument. Est-ce que les choses deviennent plus évidentes ou moins compliquées pour les primo-accédants qui sont effectivement les grands perdants de cette histoire dont on dit depuis des années qu'ils ne peuvent plus tout simplement accéder à la propriété immobilière? Pas tant que ça, finalement. Vous sentez que les choses changent de ce point de vue-là ou... Pas trop. Si on revient quelques années en arrière, plus de 50% des achats immobiliers se faisaient au profit des primo-accédants. Aujourd'hui, c'est 31% au sein du réseau Laforêt. La baisse des taux, en effet, en fait entrer de nouveau quelques-uns sur le terrain, mais c'est souvent ceux qui bénéficient d'un soutien familial, d'un prêt familial ou des CSP+, qui
qui sont là encore très attractives pour les banquiers. Est-ce que vous trouvez que les banques jouent le jeu? Voilà, je sais bien que vous n'êtes pas banquier, mais enfin, je vous pose la question. Vous avez quand même souvent régulièrement affaire à eux. Est-ce que les banquiers jouent le jeu aujourd'hui? Alors, les banques, de manière globale, ont toujours joué le jeu. Oui. En 2023, les grandes enseignes nationales ont resserré un peu leurs critères et se sont mises à l'écart du logement, ce qui n'était pas le cas des banques régionales qui ont continué à travailler normalement. Et là, il faut avouer que depuis 6 mois, tout le monde joue le jeu du crédit immobilier. Le crédit est de nouveau un outil de conquête pour avoir de nouveaux clients. Je vous pose la question, parce qu'on parlait des primo-accédants. On voit des banques qui s'intéressent toujours, évidemment, prioritairement au statut salarial de l'emprunteur, c'est-à-dire CDI ou pas, le niveau de revenu, s'il y a un épargne, si les comptes sont bien tenus. Vous avez peut-être dû voir, enfin vous avez sans doute vu comme nous cette actualité, c'était il y a un mois. On en a beaucoup parlé ici sur BFM Business. Pour la première fois, une banque a proposé une offre de prêt pour les personnes qui sont en CDD. C'est le CIC pour ne pas le nommer. Est-ce que vous n'êtes pas étonné qu'il ait fallu attendre 2024 pour voir une grande banque française proposer ce type d'offres? Si, alors évidemment, il y a des types d'offres. Dites pas parfois les banques sont vraiment un rebrousse-poil de leur époque finalement. Il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps pour s'adapter. Parfois, le temps est un peu plus long. C'est le même cas sur la rénovation, énergétique. On tarde à avoir aussi des offres accessibles, des offres ouvertes au plus grand public. Les statuts d'emploi ont évolué également. C'est bien qu'une banque, il y en a d'autres qui l'avaient fait légèrement un peu avant, mais c'est bien que des banques commencent en effet à s'emparer du sujet pour ouvrir le jeu, mais ça reste malheureusement encore marginal aujourd'hui. Et vous pensez-vous considérer qu'elle devrait aller plus loin, vous personnellement, ou pas? Oui, s'adapter à son époque. Est-ce qu'il faut que les banques collent à leur époque? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'a jamais été aussi difficile de devenir locataire du secteur social, jamais été aussi difficile de devenir locataire du secteur privé, et jamais aussi difficile de devenir primo-accédant. Pour la première fois, le taux de propriétaire en France a reculé. C'est vrai. Donc évidemment, les banques devraient revoir leur logiciel et leur manière de financer le logement. Les prix baissent. Vous dites, j'ai lu vos notes, pas assez dans les grandes métropoles, davantage les périphéries. C'est ça la réalité aujourd'hui? Alors, je dis qu'on a des prix qui baissent, on observe des prix qui baissent en un an, 4,5% au niveau national. Une baisse des prix qui est surtout tirée par les maisons, puisque le prix des maisons au niveau national baisse de 7%, là où les appartements ne reculent que de 3%. Pourquoi est-ce que le prix des maisons baisse autant finalement? Une maison, c'est plus cher à l'achat, ça nécessite une enveloppe financière supérieure, c'est plus cher en fonctionnement, il faut chauffer plus grand, il faut s'occuper d'un extérieur, d'un jardin, des haies, de sa toiture, de sa haie, etc., etc. C'est souvent excentré, donc parfois une deuxième voiture pour se rendre à l'école, pour accéder aux services publics. Donc les Français font leur compte dans un contexte d'inflation et se disent que finalement le centre-ville a aussi des avantages. Le centre-ville qui n'avait pas que des avantages il y a 3-4 ans au moment du Covid d'un seul coup. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un mouvement de balancier, effectivement, exode des centres-villes vers les périphéries et puis retour en arrière? Vous sentez un petit peu le balancier dans l'autre sens? Oui, on voit aujourd'hui clairement le reflux. Alors certains sont revenus parce qu'on est parti dans les régions et on s'est rendu compte que finalement la vie était un peu différente. Mais en effet, du fait de ce contexte inflationniste, beaucoup ont pris leur calculatrice et se sont dit il vaut mieux peut-être rester en centre-ville. Même si la maison reste le Graal pour les Français. Mais aujourd'hui, en tout cas dans les périphéries, celles et ceux qui pourraient prétendre acheter des maisons sont les locaux originaires de ces périphéries et savent que les prix ne sont pas du tout cohérents avec les prix du logement. On parle de l'achat depuis tout à l'heure, on est d'accord pour dire que c'est le marché des locations qui tire le marché au sens global aujourd'hui, sans conteste. Tout ce qui se loue, tout ce qui est alloué se loue. Oui, ça c'est en effet une nouveauté depuis 12 à 18 mois, facile à expliquer. Les candidats, les primo-accédants ne peuvent plus acheter, donc ils se tournent vers la location. Et ceux qui sont déjà locataires et qui voudraient acheter ne peuvent pas non plus nécessairement acheter, donc ils restent dans leur logement. Et si vous rajoutez à ça une politique clairement dissuasive auprès des investisseurs, une tension avec une demande d'offres locatives qui bondit de 25% lorsque l'offre, elle, recule de 25%. Et ça va rester tendu sur la location, sur le marché de la location. Pour vous, il n'y a pas d'échappatoire. Ça va rester tendu. Le neuf est en panne, ne peut plus alimenter aujourd'hui. Donc ça reste tendu. Parmi les obstacles, il y a notamment, alors c'est toujours cette grande question, interdiction ou pas de louer les passoires thermiques à partir du 1er janvier 2025. Est-ce que ça va être suspendu? Est-ce que ça ne le sera pas?
Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement sur ce sujet? Je ne sais plus de combien de dizaines de milliers de logements on parle, mais enfin on est sur quelque chose. Au global, sur les G, c'est 600 000 logements. 600 000 logements. Et G, c'est 2 millions de logements. Donc, en effet, pas tout ça dès le 1er janvier, si? Pas dès le 1er janvier, c'est progressivement, en effet, mais on est face à un problème. Et aujourd'hui, on demande à ce que ce sujet, la rénovation énergétique, soit remis sur la table, qu'on évalue les filières, le reste à charge, le financement, les travaux gagnants, et puis qu'on trouve des solutions également techniques lorsqu'on veut faire rénover son logement et qu'on a un locataire. Qu'est-ce qu'on fait de ce locataire? On ne va pas le mettre dehors, on n'a pas de solution pour le reloger. Donc ça fait quand même des années qu'on crie haut et fort que ce calendrier est illusoire. Oui, mais le prix de la rénovation globale et même partielle reste absolument rédhibitoire aujourd'hui, on est d'accord. Le reste à charge, absolument, c'est souvent 30 ou 40 000 euros à minima pour une rénovation globale. Bon. Le neuf, est-ce que vous dites comme certains... Alors, sur le neuf, la pénurie de neuf, on a été frappé ici, on écoutait il y a quelques semaines le discours de politique générale de Michel Barnier, on s'est dit, tiens, il en a parlé une minute. Et on s'est presque extasié en fait de voir qu'il parlait du logement une minute parce qu'on s'est dit, contrairement à beaucoup qui n'en parlent pas depuis des années, c'est pas mal. Comment est-ce que vous avez accueilli les propositions, les pistes mises en avant par Michel Barnier ce jour-là? D'une manière exceptionnelle, c'est fabuleux. Ça fait en effet longtemps qu'on n'avait pas parlé de logement. Ça a duré une minute sur un discours d'une heure et demie. Oui, avec des sujets plutôt bien adressés. On a parlé du DPE, on a parlé du prêt à taux zéro, on a parlé de l'artificialisation des sols également. Bon, on reste un peu sur notre fin. Maintenant, on attend la suite et le projet de loi de finances ne laisse pas nécessairement présager de nouvelles en ligne avec le discours de politique générale. Qu'est-ce qui vous inquiète dans la discussion à venir là, apparemment? Aujourd'hui, c'est un peu une invention chaque jour. Ça commence à ressembler au concours Lépine. On parle, le cas échéant, de ressortir une taxe d'habitation. On parle, le cas échéant, d'augmenter les droits de mutation qu'on appelle les droits de notaire. Donc, ça ne va pas nécessairement dans le sens du discours de politique générale d'aider l'accès au logement. Donc évidemment, on craint ce projet de loi de finances. Il y a un contexte politique, effectivement. Alors il y a eu les JO, puis un contexte politique, effectivement, qui a un petit peu gelé les marchés. Il y a une majorité qui est ce qu'elle est, qui durera ce qu'elle est. Est-ce que ça aussi, ça gèle encore un petit peu le marché? Est-ce que vous dites, tant qu'il y aura cette incertitude politique, donc tant qu'on ne saura pas quelle majorité, quand, à quel moment, avec quel programme, le marché ne pourra pas sereinement espérer reprendre finalement et repartir? Alors, les Français aujourd'hui ça peut durer très longtemps, ont envie d'aller vers des projets immobiliers. On l'a vu lors de l'entre-deux tours, il ne s'est rien passé dernièrement. Ça a redémarré. Il n'y a plus de projets spontanés maintenant. Voilà, c'est ça. Non, ce sont des projets rationnels. En fait, les prix ont baissé, les taux d'intérêt ont baissé, donc il y a une fenêtre de tir. Les banques sont prêtes à prêter. Il faut y aller pour beaucoup de Français. Donc c'est pas vraiment ça, cette instabilité qu'on commence à connaître depuis quelques années, qui effraie les Français. Ce qui pose un problème, c'est ce manque de lisibilité sur la fiscalité. On ne va pas parler du LMNP parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de l'aborder, mais des règles du jeu en tout cas qui changent régulièrement, qui changent tous les ans, et ça c'est très déstabilisant pour tous les propriétaires. Imaginez si demain on resterait la taxe d'habitation avec une taxe foncière qui a flambé et qui bien évidemment ne va pas reculer. Ce serait dramatique en termes d'imposition dans un contexte inflationniste. Mais c'est déstabilisant pour les particuliers, c'est déstabilisant pour votre profession aussi aujourd'hui finalement. Voilà. Oui, ça fait quelques années qu'on est secoué. Évidemment, on n'est pas sur des revenus récurrents, d'où on dira un mot de votre diversification dans un instant dans le secteur. J'ai vu qu'il y avait certaines agences, certains points de vente chez vous qui avaient été mis en sommeil dans des zones périphériques où le marché était complètement à l'arrêt. Est-ce que toutes ces agences, est-ce que tout le monde a repris? Ou il y a encore des agences, des points de vente ici ou là qui sont en sommeil? Non. On a en effet des chefs d'entreprise qui ont décidé de mettre en sommeil des agences sur des marchés qui étaient totalement à l'arrêt, qui sont pour certains encore totalement à l'arrêt. Les marchés de la résidence secondaire notamment sont aujourd'hui totalement sclérosés. Donc certaines agences sont toujours en sommeil. Certaines ont redémarré, sont des actes de gestion somme toute extrêmement classiques. On a été chahutés, ça va un peu mieux, mais tous les chefs d'entreprise du réseau La Forêt aujourd'hui restent sur leur garde et font leur compte également quant au contexte global et à la réactivité qu'on pourrait avoir à une annonce ou une autre. C'est pour ça, il reste 2 minutes, mais qu'on en dise un mot, que beaucoup de grands réseaux comme le vôtre se diversifient. Vous faites plus seulement de la vente et de la location, vous faites depuis un certain temps de la gestion locative, et vous aussi, mais comme les autres, vous êtes lancé sur le syndic de copropriété il y a 2 ans. C'est-à-dire que vous tous, vous élargissez votre palette
d'activité aujourd'hui. Oui, on fait à peu près. C'est indispensable ça. Vous dites aujourd'hui la vente, la location est beaucoup trop aléatoire. On a besoin d'autres revenus pour vivre. Alors on a en tout cas les revenus issus de la transaction qui sont la vente et la location. On fait 25 000 ventes par an, 25 000 locations par an. Et à côté de ça, des revenus récurrents, gestion locative. On gère 70 000 logements en France, 16 000 en copropriété aujourd'hui. Et ça permet d'assurer la continuité des entreprises, la continuité des emplois, cette diversification. Et on va encore la poursuivre en allant s'attaquer au segment entre guillemets des biens plutôt haut de gamme, plutôt de famille, plutôt de caractère également, pour diversifier nos sources de chiffre d'affaires. Absolument. Et vous continuez à recruter des agents immobiliers en 2024. On recrute encore dans la profession toujours. On recrute des agents immobiliers. On attire beaucoup de professionnels existants qui trouvent dans la franchise une vraie boussole aujourd'hui pour trouver leur route, trouver leur chemin. Et puis des créateurs d'entreprises qui reviennent également nous voir pour des projets de création de reprise. C'est quoi un bon agent immobilier en 2024, Yann Géano, finalement? Qu'est-ce qu'il doit avoir de plus qu'il y a, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans finalement à une autre... Alors beaucoup de savoir-être. Je crois que c'est vraiment la première chose. On est dans un contexte où le rapport au consommateur est extrêmement tendu, a changé, extrêmement délicat. Donc le savoir-être aujourd'hui prime sur le savoir et peut-être même sur le savoir-faire. Donc je crois que c'est la première des qualités du savoir-être. Mettre en avant les qualités humaines d'un agent immobilier physique dans sa ville de proximité pour suivre ses clients, pour leur dire la réalité quant à l'évolution du prix de leur patrimoine ou à leur capacité d'achat par exemple. Il faut être plus à l'écoute d'un client qui a du mal soit à baisser son prix, soit à faire des concessions sur le prix d'achat, voilà. Plus qu'il y a quelques années, qu'est-ce qui a changé en 3-4 ans fondamentalement ce contexte d'inflation, chacun fait ses comptes surtout, et quand on dit à un propriétaire et qu'on lui justifie, qu'on lui prouve que son logement a perdu 5, 10%, 12% de sa valeur, il faut argumenter, il faut savoir le faire avec la forme. Évidemment, le propriétaire ne veut pas l'entendre, et on peut le comprendre et on se met à sa place. Il faut lui laisser du temps également et lui prouver régulièrement, en tout cas, que s'il a un projet de réemploi derrière du fruit de la vente, il doit s'aligner au niveau de solvabilité des acquéreurs d'aujourd'hui. C'est un métier, comme on dit. Voilà. Absolument. Vous nous confirmez, Yann Géano, pour conclure, qu'on se voit un petit peu la lumière au bout du tunnel? Oui, on a passé un point dur, on voit la lumière au bout du tunnel, et on espère que 2025 sera réellement l'année de la reprise après, on va dire, un semestre de stabilisation. On espère tous. Vous nous rappelez combien de personnes vivent directement ou indirectement de l'immobilier en France? Ça se compte en millions. Alors, ce sont des millions, oui, la filière immobilière absolument, et une très forte contribution au PIB également. Donc on l'espère évidemment. Merci beaucoup Yann Géano, merci de passer nous voir ce soir. Très interview très enrichissante, le patron du réseau La Forêt Immobilier. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business.